Les gars, on a encore un petit peu de hockey à jaser pour ce dernier bloc d'émission. On aime bien suivre ce qui se passe avec les Canadiens de Montréal et bon, on regarde quand même très attentivement le classement parce que bon, là, il y a le Lightning qui est en action dimanche contre les Bruins où on a d'ailleurs eu Tu veux dire les un Bucks combat de de Tampa Bay? gardien. Ouais, exact. On a eu un combat de gardien de but. Les Red Wings, là, qui, ont cédé cette première place au classement. Les Canadiens qui suivent pas loin, mais quand même, Buffalo, Bruins qui sont derrière. On rentre déjà dans des matchs à 4 points. Mais quand on regarde le classement, là, avec les séries éliminatoires qui arrivent vraiment plus vite qu'on peut se l'imaginer, les Blue Jackets de Columbus, ce sont la première équipe qui sont en dehors du portrait des séries éliminatoires dans l'Est. Donc, juste derrière les Bruins et les Sabres, quand même un petit différentiel de points avec ces équipes-là. Mais quand même, Pop, c'est une équipe qui a monté au classement récemment et qu'on n'a pas le choix de considérer jusqu'à la fin de la saison. Mio, tu n'as même pas nommé le pire de toute cette histoire-là. Non seulement Columbus s'approche des séries, mais les Blue Jackets de Columbus sont maintenant à 4 points de même pas être dans les deux équipes wildcard, d'être directement troisième dans la division métropolitaine. 4 points derrière les Islanders avec un match en main, en plus, pour le dire, tout ça. Honnêtement, il y a des centaines, voire peut-être même des milliers de décisions qui se prennent dans la Ligue durant une saison complète. Si on devait faire un classement de toutes ces décisions quotidiennes là, qu'on prend, là, le fait d'avoir congédié Dean Evason pour amener Rick Bowness va être haut. Ça va être haut dans la liste et tout ça. On parle beaucoup des équipes de l'Atlantique. C'est Montréal, Boston, Buffalo, Détroit, Tampa Bay qui ne perdent plus, ou du moins qui ne trouvent plus le moyen de perdre, puis que toutes les équipes qui sont derrière elles essayent tant bien que mal de faire le mieux puis réussissent à descendre au classement. Je ne sais pas si vous avez vu Columbus depuis 3 semaines. Ce club-là ne perd absolument plus. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort. C'est à l'heure 10 dernière, c'est 9 victoires. Là. Puis je pense depuis le 12 janvier, la date où ils ont congédié Dean Evason, sont premiers au classement général. Premier sur 32 équipes. Et puis ce qui est presque fou, c'est qu'on n'a presque pas monté au classement tant que ça, parce que c'est tellement serré, tellement d'équipes qui gagnent. Oui, on a réussi à dépasser les équipes qui commencent à tirer de la patte, mais on a évidemment torché les Rangers puis toutes les équipes qui perdent régulièrement, mais le tas d'équipes, le peloton d'équipes dans l'Est qui est comme en position de faire les séries, parce que de plus en plus, ça va pas, on voit une démarcation assez claire là, dans l'Est. Ça a longtemps été, c'est tellement serré dans l'Est, tout le monde joue au-dessus de 500. Là, en ce moment, il y a vraiment une démarcation extrêmement claire qui est en train de se faire entre les 8 équipes en haut et les 7 autres équipes, les 8 autres équipes en bas. J'avais encore une élève. En fait, tu as les 8 équipes d'en haut, tu as les 7 du milieu, puis tu as les Rangers de New York. Ouais, les Rangers qui sont vraiment, vraiment crus en arrière. Là. Mais bref, mon point, c'est qu'on commence vraiment à voir cette démarcation-là et Columbus, c'est peut-être la seule équipe qui, en ce moment, commence à rendre ça intéressant. Les Capitals ont le même nombre de points qu'eux, mais le fait que Columbus est sur une telle lancée, que les Islanders commencent à tirer un peu de la patte, ça fait en sorte qu'en ce moment, c'est pas mal la seule vraie course qui reste. C'est quand tu regardes là, dans l'Atlantique, les Panthers, les Sénateurs, les Maple Leafs sont tous à 8 points de la dernière place dans l'Atlantique. Puis, tu sais, dans la métropolitaine, oui, les Blue Jackets et les Capitals sont à 4 points des Islanders, ça peut changer. Puis, oui, évidemment, 8 points, ça se rattrape, mais à ce stade-ci de la saison, là, quand toutes les équipes approchent la barre des 60 matchs, 8 points, là, ça devient difficile à rattraper. C'est pas impossible. Le Canadien a fait une remontée qui ressemblait un petit peu à ça l'an passé. Mais c'est plutôt difficile de remonter un tel déficit à ce stade-là. Il n'y a rien qui assure ces équipes-là, mais le barème de 8 points à ce point-là dans la saison, on se dit, si la tendance ne faisait que se maintenir, ça devrait augurer. Mais encore une fois, ce qui joue à l'avantage des Blue Jackets, les gars, c'est le fait que la métropolitaine soit dégueulasse. Ou que l'Atlantique est trop bonne. En fait, tu peux voir ça des deux bords parce que tu peux te dire, oui, c'est peut-être un avantage, mais c'est un désavantage dans le sens que tu n'auras pas le choix de te
classifier en série, de te qualifier, c'est ça, là, je suis en train de m'étouffer avec moi-même, de te qualifier en série en étant top 3 de ta division. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que les postes ouverts, mettons, pour une équipe comme Columbus, ben, tu pourras pas peut-être compter sur les deux équipes meilleures deuxièmes pour en lancer. Il va falloir que tu dépasses quelqu'un dans ta propre division dans le top 3. C'est ça qui est le fun du côté de Columbus, ça va bien. Mais s'il faut que Columbus réussisse, puis c'est ça qui est un peu bizarre avec eux autres, parce que l'année passée, on pensait que cette équipe-là, soit a vraiment pris un step, ou soit sont en train de clairement fausser les données. Parce que l'année passée, on était comme, OK, ils sont à un point de faire les séries, ils ont causé du trouble aux Canadiens jusqu'au 82e match de la saison. Il y avait toute l'histoire de Johnny Gaudreau, tu sais, on se tient tout, puis on pensait qu'on jouait un peu au-dessus de leur tête. Puis pendant à peu près 40 matchs, c'était à peu près ça le narratif. On se disait, écoute, on a peut-être eu des attentes un peu faussées par rapport à l'année dernière, mais là, on congédie le coach. Tout le monde semble bien aller. On entend des échos du côté de Columbus que l'entraîneur, la communication, ça va bien. C'est le jour et la nuit entre Rick Bowness et Dean Evason. Et là, on se dit cette année, là, si Columbus est à, je sais pas, 4 points ou même finissent jusqu'à jeudi à 2 points des Islanders, mettons, tu fais quoi là maintenant là, au trade deadline? T'essaies-tu de faire une petite acquisition? Tu te poses des bonnes questions parce qu'après ça, oui, là, on parle du fait que Columbus sont là, mais il ne faut quand même pas oublier que Washington sont à égalité avec eux aussi. Et Washington, on n'a pas le choix quand même de les considérer dans le sens que tu dois te battre pour tout gagner. Et ben, justement, en fait, c'est ce double effet que l'Atlantique est si bonne et que la métropolitaine est si bonne. C'est vraiment juste un mal pour un bien, dans le fond. Ouais. Mais tu peux sortir l'argument que Washington, ça va complètement dans l'autre direction, par exemple. Et c'est ça la grande différence entre les deux. Columbus, ça va bien présentement. Washington, c'est en train de couler, là, tranquillement, mais sûrement. Ce que je comprends toujours pas d'ailleurs, parce que je regarde l'alignement, je regarde des fois comment ils jouent. Ils sont pas si mauvais que ça, c'est juste ça se convertit pas en victoire pour une raison qui m'échappe totalement. OK, tu me diras que pour avoir ces 2 premiers goalers, ça aide pas non plus. Et voilà. Voilà, je pense qu'on l'a ici. Mais tandis que Columbus célèbre, effectivement, là, on va parler généralement, mais c'est 9 victoires à leurs 10 derniers matchs. Du côté de Washington, c'est 4 victoires à leurs 10 derniers matchs. Donc, pour regarder quand même le classement, je ne sais pas si vous l'aviez sur les yeux, mais quand même du côté de l'Atlantique, bon, Tampa Bay qui a la tête, suivi de Détroit, Montréal. Et juste après Montréal, c'est bon, il y a les Sabres là-dedans qui ont combien de points, Félix? Tu veux vraiment me le faire dire, hein? Ils ont combien de points, les Sabres, Félix? Est-ce que... Non. Mio, est-ce que je vais vraiment acheter un moment de même? Là? Félix, les Sabres ont combien de points? Les Sabres ont 67 points. Est-ce qu'on peut revenir à une époque normale où ce que 69 était vraiment le chiffre nice? Combien de points le Canadien a? Ouais, c'est ça, Mio. Les Canadiens ont combien de points? 69, nice! Nice! Tu retournes à des trucs que Limi peut-être drôle, c'est quoi? Veux-tu qu'on reparle du fait que le DAB était quelque chose, était la célébration qu'on voyait le plus dans la NFL? Honnêtement, là, s'il y a peut-être une chose qu'on peut ramener de 2016, là, je pense je ramènerais le DAB. Non, merci. J'aime quand même rire du DAB et de le faire en 2026 juste pour cringe un peu le monde. Veux-tu qu'on retourne en arrière, Pop? Oh mon Dieu. Oui, je viens de faire un DAB. Allez, chier. Oh là là. OK, on va te ramener. Je vais ramener tout le monde sur la track. Je vais juste faire un statement. Zachary Werenski pour Trophée Norris. Merci, ce sera tout. Oh mon Dieu, si tu laisses... Tu t'es interrompu de ton propre moment embarrassant pour nous dire cette atrocité. Non, mais non, Werenski, si ça finit ça aujourd'hui, je voterai pour Werenski, moi aussi. Ben oui. Vous êtes des... Werenski, depuis qu'il a réalisé qu'il peut ne pas subir une blessure qui finit sa saison rendue au mois de novembre, là, ça n'a aucun sens à quel point ce gars-là est dominant. Vous êtes des fous. Mio, malheureusement, je m'excuse, mais you don't know Puck.
Ça ne se maintiendra pas d'ici la fin de la saison. C'est tout ce que j'ai à dire. Les Blue Jackets passent une bonne séquence. Voici mon... Je dis pas que c'est un mauvais défenseur, loin de là. Ne m'attribuez pas des intentions. Non. Mais... Je vais faire ce que je veux. Il y a un receipt qui vient de s'écrire à côté de moi. Il y a reçu qui vient de s'imprimer. La facture vient de s'imprimer à côté de moi. Il ne l'aura pas. Il y a quand même. Je ne suis pas allé trop loin avec ça, là. Mais même si, bon, ils ont connu quelques défaites par le passé, puis on l'a même vu en personne, pas en personne, là, mais il y a pas à quelques kilomètres de chez Félix et chez nous, là. Il y en a toujours un qui est dans les parages. Mais, vous savez quoi, les gars? C'est pas un mauvais défenseur, Sikorsky. Tout ce que j'ai à dire. Ils ont une bonne séquence. Mais regarde, Erik Karlsson a gagné un Norris parce que les Sénateurs ont bien terminé leur saison il y a 11 ans de ça. Hein? Le pire dans tout ça, c'est quoi le pire, Mignon? C'est avant qu'on fasse l'épisode, puis je pensais aux Blue Jackets de Columbus, j'avais justement en tête les Sénateurs de ces années-là. Mon gars pensait au Hamburglar. T'avais des... Même avant ça, là, tu sais, vraiment... Légende des Canadiens, le Hamburglar, d'ailleurs. Fax. Mais, tu sais, les Blue Jackets, en ce moment, c'est un peu comme les Sens un peu de la première moitié des années 2010. Tu sais, des jeunes qui poussent un peu beaucoup de vétérans que t'as l'impression qu'ils avancent plus, mais qui réussissent à faire de quoi. Puis t'as un fucking défenseur numéro 1 qui carry tout le monde. Et un Mika Zibanejad, hein? Écoute, si ça peut te faire plaisir, on pourrait dire que c'est Adam Fantilli aujourd'hui. Fantastique. D'ailleurs, qui aurait pu jouer sur l'équipe. Moi, j'adore cette affaire-là. Toutes les quel joueur de la LNH aurait pu jouer pour l'équipe italienne aux Olympiques au hockey, là? Ah oui! Ah, c'est le fun. Adam Fantilli, Cole Perfetti, tous ces noms-là, c'est tellement... Il y a quelqu'un qui a fait l'exercice puis il a mis Anthony Manta. Je comprends que ça finit par un A, là, mais c'est pas tous les noms de famille qui finissent par O et en A que tu peux dire qu'ils sont italiens. Tu sais, Manta, là, il n'y a pas grand-chose de plus québécois que ça, là. T'as un peu, là, mais on va... T'as un peu, là. Non, mais tu me lances sur quelque chose. Andrew Mangiapane, là. Ça, je peux comprendre. Mangiapane, Mangiapane, il y a le C sur son chandail, man. Il y a le C sur son chandail, Mangiapane, c'est sûr et certain. Il n'y a absolument aucun doute, là. Ça serait le joueur préféré de Tony Soprano, là. Littéralement, là. Mais Anthony Manta, pas italien pour 3 cents, ça, là. J'ai rien trouvé vite tant qu'à y être, mais je peux vous dire que son grand-père qui avait gagné la Coupe avec les Canadiens en 1960 se nomme André Pronovo. Alors, on va garder quand même nos doutes sur cette liste-là, mais pas que tu me lances une affaire. Bon, ça pour dire, moi, je voulais revenir sur le passé parce que Patrick Kane est devenu cette semaine le meilleur Américain, ou du moins en matière de points marqués de tous les temps. Il a dépassé nul autre que un certain Mike Modano. Mike Modano, pour les plus jeunes qui écoutent ça, là. Mike Modano, peu importe la version de NHL que vous preniez, là, c'était le gars le plus rapide qu'il y avait, le patineur le plus rapide qu'il n'y avait pas. Donc, 1375 points pour Patrick Kane, le meilleur défenseur à ce chapitre-là. Pop, est-ce qu'en 2007, quand il a été repêché premier au total, tu t'attendais à ce qu'il devienne... Écoute, je vais être bien honnête avec vous autres. 2007, j'avais 12 ans. Je connais fuck all les espoirs. Je suivais pas le repêchage. Fait que j'étais en 6e année. Je pense que j'aurais pu difficilement deviner si Patrick Kane allait devenir le meilleur pointeur américain de l'histoire. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que il n'avait même pas dépassé Mike Modano. Patrick Kane était déjà le meilleur joueur américain de tous les temps. Et je refuse de laisser croire la propagande torontoise et de dire que Austin Matthews va le devancer à la fin de sa carrière. À partir de quelle coupe est-ce que tu t'es dit que ça allait être le meilleur américain? En 2010. Ah, my God. La première? Ah, écoute, honnêtement, là, sur YouTube, là, les mixtape highlights de Patrick Kane, il n'y a pas grand-chose de mieux que ça. Il y a ça. C'est toi qui as sorti. Il y a peut-être les compilations de mise en échec de Nicholas Kronwall puis les compilations de shootout d'Alexander Barkov ou de Pavel Datsyuk.
hottest mixtape disponible sur YouTube de notre Moi, vivant. les gars, j'ai une idée du mixtape de hockey qui durerait le moins de temps sur YouTube. Des Highlights de Cole Caulfield playoff aux prochaines highlights des Sabres de Buffalo depuis 2013. Des nombres de fois que Niklas Lidstrom s'est fait battre. Ouf. Ça serait. Ouf. Il y a peut-être un jeu. C'est durant un entraînement. Anyways.